Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette webconférence. Une heure, un adhérent, une solution, organisée par la TEP en partenariat avec ses adhérents pour vous présenter des sujets relatifs aux actions menées par les membres du syndicat. J'ai le plaisir ce matin de vous accueillir avec Cédric Fontaine, qui est fondateur et dirigeant de Fontaine Ingénierie, pour vous parler de dimensionnement des installations de récupération et d'utilisation d'eau de pluie. Donc tout d'abord, peut-être un petit rappel pour vous présenter ce qu'est la TEP. Donc la TEP, c'est une organisation professionnelle qui rassemble les acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Donc on est actif sur tous les sujets de stockage, traitement et de valorisation des eaux à l'échelle des bâtiments et des parcelles. Ça concerne trois sujets en particulier: la séparation à la source et l'assainissement non collectif, tout ce qui est gestion durable et intégrée des eaux pluviales, et tout ce qui est valorisation des eaux non conventionnelles, donc être principalement eau de pluie et eau grise en ce qui nous concerne. Et du coup, on existe depuis 5 ans. On a fêté nos 5 ans à l'automne dernier. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que se déroule cette série de 10 webconférences où on présente le travail, les actions, les propositions que font nos adhérents autour de nos différents sujets. Donc, la TEP, ça représente 35 adhérents, hein. On a eu 18 nouveaux membres sur les 5 années qui ont passé, donc tous des acteurs des différents sujets que je vous ai évoqués, à la fois dans des industriels fabricants de solutions techniques, mais également de sociétés qui proposent des services, allant de la distribution des produits à des études de conception et en passant par le bout du bout, par l'entretien et la maintenance des dispositifs. Donc en 5 ans, on a fait de ce syndicat un vrai syndicat professionnel de référence, avec notamment un centre de ressources pour comprendre et agir sur ces différentes thématiques, où on a développé plus d'une centaine d'outils en 5 ans, entre des fascicules, des aides-mémoires, des synthèses des essentiels, mais également des vidéos, hein, où vous pouvez retrouver notamment les replays des webconférences qu'on peut faire. Il y a une cinquantaine de vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous sensibiliser, à vous approprier les documents qu'on peut proposer au niveau à la fois de notre site internet et également de notre chaîne YouTube. Donc effectivement, on est dans le cadre de ces 10 webconférences, une heure, un adhérent, une solution. Vous avez déjà 3 replays qui sont disponibles sur YouTube. Un replay sur la séparation à la source et les toilettes sèches qu'on a réalisé avec la société Sanisphère. Un replay de novembre sur l'audit du service public d'assainissement non collectif avec la société AB Consultance. Et on a fait en décembre une webconférence avec la société Soprema sur la réutilisation des eaux grises par phytoépuration en toiture. Et on se retrouve ce matin pour une nouvelle webconférence avec Fontaine Ingénierie sur le dimensionnement des installations de récupération et d'utilisation d'eau de pluie, et notamment la présentation du logiciel La Banquise. Je peux déjà vous annoncer qu'on peut se retrouver le 19 février prochain avec la société Signature Biodiversité, avec une présentation finalement qui s'inscrit dans la continuité également de celle-là, sur la gestion durable et intégrée des eaux pluviales dans le cadre d'un label, le label Signature Biodiversité. Donc, un petit point là sur les sujets qui nous emmènent. La TEP a produit à l'occasion des élections municipales une synthèse qui s'appelle Les Essentiels et qui est l'eau en commun, l'eau en commune. Et on a fait également une enquête d'opinion auprès de plus de 250 élus et de 1000 Français. Et on se rend compte que 46% des collectivités valorisent déjà l'eau de pluie, ont déjà mené des actions de valorisation d'eau de pluie. Dans ces 46% de collectivités qui le font, ben, on en a 73 qui font l'arrosage des espaces verts avec de l'eau de pluie. Et il y a 70% de collectivités qui déclarent vouloir développer encore plus ces sujets-là de valorisation des eaux impropres à la consommation humaine, donc notamment eau de pluie, eau grise, mais également eau de piscine dans des projets à venir. Et sur les sujets qu'on porte, ben, il y a cinq propositions qu'on fait autour de cette valorisation des eaux non conventionnelles. C'est d'intégrer une étude de faisabilité à chaque fois qu'on a un nouveau projet de bâtiment, d'étudier la faisabilité de la valorisation des eaux non conventionnelles, de développer la récupération et utilisation d'eau de pluie dans les écoles maternelles et primaires. C'était quand même une nouveauté, une avancée assez intéressante de la réglementation. L'arrêté de 2008 ne permettait pas de réutiliser les eaux de pluie à l'intérieur des écoles maternelles et primaires, étant classées dans des
des lieux d'accueil de populations sensibles. Depuis la réglementation de 2024, il est possible d'intégrer la récupération d'eau de pluie avec des utilisations à l'intérieur des bâtiments pour les écoles maternelles et primaires. Donc, ça donne un potentiel intéressant d'action et d'action pour les collectivités. De développer la récupération d'eau de pluie sur les bâtiments communaux pour l'arrosage d'espaces verts, le nettoyage des voiries et des véhicules. D'aller vers le recyclage des eaux grises, notamment dans le cadre du logement collectif et également des infrastructures sportives comme les gymnases et les piscines qui sont producteurs d'eau grise et qui du coup peuvent les valoriser sur leurs bâtiments. Et d'une façon générale, on invite les collectivités à informer et inciter les concitoyens aux usages domestiques possibles de ces eaux-là au niveau de leur habitation et de leur parcelle. Donc j'en ai terminé pour ce petit point de proposition. Donc là, je vous rappelle simplement les 10 propositions qui sont portées par la TEP depuis le début du syndicat, avec notamment effectivement le développement de la valorisation des eaux à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, l'intégration de la récupération d'eau de pluie comme une solution participative à la gestion des eaux pluviales, et toutes ces actions d'intégration dans le code de la construction, dans la conformité des installations, l'entretien et la maintenance, et l'intégration de l'eau dans le cadre général du bâtiment, comme le carnet d'information du logement, d'aller vers un DPE. On a un DPE énergie aujourd'hui, pourquoi pas aller vers un DPE eau, et d'intégrer également l'eau à des dispositifs d'accompagnement des Français, comme le dispositif France Rénov'. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble de nos publications et de nos documents, et puis également le replay des précédentes webconférences. Et puis, vous aurez dans quelques jours le replay de celle de ce matin sur notre chaîne YouTube. Donc, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vais laisser la parole et le partage à Cédric. Donc, juste une précision, quand Cédric aura terminé sa présentation, j'ouvrirai vos caméras et vos micros, comme ça on pourra procéder à un temps de questions-réponses sur le sujet. Donc, merci à tous, et puis Cédric, merci, et la parole est à toi. Eh ben déjà, bonjour à tous. Meilleurs vœux aussi, c'est la période. Est-ce que mon écran est bien partagé, Jérémy? Oui, oui, on a bien le partage Ouais, ok, de ton super. écran. Ouais. Donc merci d'être là. La présentation, je vais la faire en deux parties. Une première partie qui est vraiment sur alors bon, une petite introduction sur la valorisation de notre pays, mais sur l'importance du dimensionnement. Et ensuite, on va regarder les différentes méthodes de dimensionnement. Il y en a deux qui existent et je vais vous présenter un peu les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes. Et ensuite, je vous présenterai le logiciel que j'ai mis en place qui s'appelle la banquise. Si on revient sur la récupération d'eau de pluie, alors là, super rapidement sur la législation, nouvelle législation depuis le 12 juillet 2024 qui encadre l'usage des eaux impropres à la consommation humaine, dont la récupération d'eau de pluie. Jérémy l'a dit, depuis donc le 12 juillet 2024, on a des nouvelles possibilités pour rentrer dans des bâtiments type école, crèche, école maternelle, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a une vraie volonté d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on faisait dans les années précédentes sur l'usage de cette ressource. Concernant les usages non domestiques, je vais insister dessus parce que c'est un point qui est aussi très intéressant. On a tendance à faire un raccourci eau de pluie égale maison individuelle, voire eau de pluie égale arrosage en maison individuelle. Eh ben non, l'eau de pluie peut être utilisée pour des tas d'usages, et notamment dans le non domestique, donc ça veut dire l'industrie, ça veut dire les collectivités, les services techniques, etc. Il y a énormément de possibilités qui sont offertes, et là, c'est plutôt encadré par le décret du 29 août 2023. Je ne vais pas m'arrêter sur ces arrêtés, ce n'est pas l'objectif du jour, mais c'était bien de le rappeler. Très simple aussi, globalement, la récupération d'eau de pluie, si on veut simplifier, il y a deux choses à retenir sur les usages. On oublie tout ce qui est usage alimentaire, donc dès que ça va toucher à l'alimentaire direct ou indirect, donc le lavage de notre alimentation, le lave-vaisselle par exemple, c'est interdit, bien sûr, tout ce qui est consommation d'eau et c'est interdit aussi. Et tout ce qui concerne l'usage corporel. Donc, on ne prend pas de douche avec la récupération d'eau de pluie. Tout le reste est autorisé, donc en fonction si on est dans des bâtiments classiques ou des bâtiments qui reçoivent du public sensible,
Comme des hôpitaux, on va avoir des règles de contrôle et de suivi qui sont un petit peu différentes. Mais globalement, on peut faire tout le reste des usages. Donc, dans la maison individuelle, c'est tout ce qui va se passer aux toilettes, tout ce qui se passe dans la buanderie, le lavage des sols, l'arrosage des jardins potagers. Mais dès qu'on sort de la maison individuelle, on peut faire du refroidissement de pièces dans de l'industrie, on peut aller mettre de l'eau de pluie dans des process de fabrication, par exemple de béton, on peut aller mettre de l'eau de pluie pour laver des véhicules, etc. On a des usages qui sont très nombreux. Donc voilà sur le rappel de la législation sur la partie usage. Et après, il y a une deuxième partie qui est aussi importante, c'est sur la partie récolte. Qu'est-ce qu'on appelle l'eau de pluie? Et là-dessus, le législateur est assez clair. Une eau de pluie, c'est une eau qui est récoltée sur une surface non accessible au public. Donc oui, on peut récupérer l'eau sur des toitures, sur des ombrières, des panneaux photovoltaïques, mais dès lors qu'on va être par exemple sur du sol, donc là plutôt des eaux de ruissellement qui peuvent être polluées par des hydrocarbures, sur des balcons, des terrasses, cette eau ne peut pas être valorisée parce qu'elle peut être polluée par des activités humaines notamment. Voilà pour les grands usages et les grandes règles sur la récupération d'eau de pluie. Alors maintenant, si on passe au dimensionnement, eh ben, pour moi, c'est l'étape, en tout cas, c'est une des étapes clés d'une installation réussie. Pourquoi? Parce que si vous mettez une citerne qui est trop petite, ben, vous allez faire très peu d'économie d'eau. Pourquoi? Parce que dès que vous allez avoir 3, 4 jours de pluie de suite, ou dès que vous allez avoir un épisode pluvieux important, la majorité de l'eau va être rejetée au trop-plein et toute l'eau va partir au réseau. Et puis vu qu'elle est petite, dès que vous allez consommer un petit peu, vous allez très vite la vider et très vite vous allez devoir passer sur l'appoint automatique en eau de ville, parce que quand il n'y a plus d'eau de pluie, ben, on va utiliser de l'eau de ville. Donc en fait, vous allez faire un investissement qui va avoir un retour extrêmement faible parce que vous allez économiser très peu d'eau. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est bah oui, mais dans ces cas-là, je mets une grande citerne. Alors, qui peut le plus, peut le moins, c'est ce qu'on entend beaucoup. Mais si je mets une citerne qui est trop grande, j'ai deux risques. J'ai soit le cas où en fait j'ai une très grande toiture mais je suis un petit consommateur et là le risque c'est que je vais avoir de l'eau qui va stagner très longtemps dans ma citerne, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et je vais avoir une eau qui va se dégrader. Ou l'inverse, je suis un gros consommateur mais j'ai pas une énorme toiture, mais j'ai mis une grande toiture parce que une grande citerne pardon parce qu'on m'a dit que c'était mieux et je risque d'avoir une citerne qui va jamais se remplir et donc, je vais avoir deux éléments. Un retour sur investissement, une fois de plus dégradé, comme quand la citerne est trop petite, et en plus un risque de dégradation de la qualité de l'eau. Donc en fait, on se retrouve avec aujourd'hui, dans certains cas, parce que le dimensionnement a été mal fait, des clients qui sont insatisfaits et qui nous disent bah, la récup d'eau de pluie, c'était une bonne idée sur le papier, mais en fait, ça ne marche pas. L'erreur principale vient en général de cette problématique de dimensionnement. Alors, comment on fait un bon dimensionnement? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Vous avez, en fait, dans la législation, dans la norme qui encadre l'eau de pluie, vous avez deux méthodes qui sont proposées. Une méthode simplifiée qui vous dit, alors je vous ai mis la formule à l'écran, pour dimensionner une cuve de récupération d'eau de pluie, vous allez calculer le volume récupérable, donc ce que vous captez sur votre toiture. Vous allez calculer vos besoins en eau, vous faites une moyenne des deux et ensuite vous calculez un certain nombre de jours de réserve parce qu'on sait qu'il ne pleut pas tous les jours en France et on va dire qu'en moyenne, c'est 21 jours dans le nord de la France de réserve parce il peut ne pas pleuvoir pendant 21 jours et c'est 28 jours plutôt dans le sud de la France. Alors cette méthode très simplifiée, elle a l'avantage, comme son nom l'indique, d'être simplifiée et de pouvoir être calculée par tout le monde. Alors je vous ai fait un petit exemple avec cette méthode simplifiée. Une maison individuelle à Rennes de 4 personnes. Alors oui, parce que je n'ai pas précisé au début, je suis moi bureau d'études en récupération d'eau de pluie, c'est mon métier de tous les jours et je suis basé à Rennes, donc j'ai pris l'exemple du local. Je vais consommer donc 4 personnes 25 litres par jour pour 365 jours par an pour mes toilettes. Le lave-linge, c'est à peu près 12 litres par jour et par habitant. Donc, je consomme au total 36 000 litres pour les toilettes, 17 000 litres pour la machine à laver. Voilà.
Du côté de la récolte, j'ai 100 mètres carrés de toiture, j'ai 700 mm qui est la pluie annuelle moyenne en France. Donc, vous voyez, j'arrive à 70 000 litres. J'applique la méthode, ce qui fait qu'en consommation, j'ai 36 000 plus 17 000 litres et en récolte 70 000 litres. Donc, je fais la moyenne des deux et j'ai une moyenne de 61 760 litres. Je divise par 365 jours, je multiplie par 20, donc ce qui me donne ma consommation, ma récolte moyenne quotidienne. Je multiplie par 21 jours et j'obtiens une citerne qui fait 3 553 litres. Dans l'absolu, c'est à peu près ce que beaucoup de gens mettent, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les conseils, et c'est plutôt une citerne qui satisfait en termes de taille, de dimensionnement, qui répond aux attentes. J'ai fait exactement le même exercice, parce que l'idée c'est de le valider dans un autre cas de figure, avec une maison à Nice où on n'utilise l'eau que pour l'arrosage. Donc là, je vais utiliser l'eau pour mon arrosage de potager. Je vais consommer 300 litres par mètre carré à l'année. Et j'ai 200 mètres carrés de potager. J'arrive sur une consommation de 60 000 litres. On n'est pas loin de ma consommation des 61 000 litres de tout à l'heure de mes Rennais. Je récolte 100 mètres carrés de toiture, 750 mm. Alors ça me permet juste de taquiner les Niçois en disant, vous voyez qu'il pleut plus à Nice-Carène. J'arrive à 75 000 litres. Je refais exactement le même calcul, 60 plus 75 divisé par 2. J'arrive à une moyenne de 67 500 litres que je divise par 365 et j'ai multiplié par 21 jours pour garder le même élément. Et j'arrive sur une citerne qui est à peu près équivalente. J'étais à 3 500 litres à Rennes, je suis à 3 880 litres à Nice. Sur le principe, ça marche. Sauf que si on regarde en détail, les 60 000 litres qui vont être consommés, ils vont être consommés globalement en 4 mois dans l'année, 5 mois dans l'année. Ça veut dire 10 000 litres par mois. C'est-à-dire que ma citerne de 3 883 litres, elle ne va jamais me permettre d'arroser suffisamment au mois de juillet, par exemple, où je vais consommer 10 000 litres. Parce qu'elle aura été vidée en juin, j'ai 4 000 litres de citerne début juin, je vais consommer 5, 6, 7 000 litres en juin. Et vu qu'à Nice, il ne pleut pas en juin, et ben en fait, je vais arriver en juillet avec une citerne qui est vide. J'ai beau avoir fait un calcul avec ces fameux 21 jours de réserve, on voit que du fait de la saisonnalité de la consommation, parce qu'ici cette consommation elle est réduite sur 4 ou 5 mois de l'année, je vais avoir une citerne qui ne répondra pas du tout à mes besoins et qui risque d'avoir un client qui va dire je suis insatisfait. L'hiver, ma citerne va déborder les trois quarts du temps parce qu'elle est petite et dès que j'ai une grosse pluie de novembre, elle va être pleine, elle va déborder. Et l'été, je vais passer mon temps à être vide. Je me suis amusé à faire exactement le même calcul une fois de plus, mais là sur une station de lavage auto, par exemple, où on est sur un cas qui est un petit peu différent, une station de lavage auto qui consomme 3000 litres par jour. On se dit c'est beaucoup 3000 litres par jour, mais globalement 3000 litres par jour, c'est 15 enfin lavage au rouleau, et 15 rouleaux lavage pardon, à la haute pression. Donc c'est pas énorme, j'ai une station qui a deux rouleaux et deux pistes HP, c'est un cas réel que j'ai eu. Donc je vais consommer 3000 litres fois 365 en moyenne 1 95 000 litres par an. Sauf que sur ma toiture, j'ai à peine 50 mètres carrés, parce qu'une station de lavage auto, elle n'est couverte que sur les pistes haute pression, donc environ 20 mètres carrés par piste, plus un petit local technique, j'ai 50 mètres carrés. Multiplié par 650 mm, parce que je suis sur une pluie parisienne, j'arrive à 32 000 litres. Je refais ma méthode de calcul, 1 million de consommation plus 32 000 de récolte, le tout divisé par 2 pour avoir une moyenne, j'arrive sur une moyenne quand même de 563 000 litres, que je divise par 365, etc. Toujours la même chose. Et là, j'arrive sur une citerne qui fait 32 434 litres. Sauf que si vous regardez, ces 32 000 litres, c'est ma récolte annuelle. La récolte, elle fait 32 500 litres. C'est-à-dire que ma citerne, pour la remplir, il me faudrait 1 an de pluie sans consommer l'eau pour ensuite pouvoir la consommer. Et cette citerne, j'ai beau avoir multiplié par 21 jours, elle ne fait que globalement 10 jours d'économie, enfin 10 jours d'autonomie, vu que je consomme 3000 litres par jour. C'est-à-dire qu'en appliquant cette méthode, elle a des faiblesses, parce que si elle marchait dans le cas de Rennes pour une maison de 4 personnes, elle ne marche pas dans les deux autres cas de figure.
Pourquoi? Et ça, c'est un élément qui est primordial dans ce qui est écrit dans la législation. Cette méthode simplifiée ne fonctionne que si vous avez deux critères principaux. Votre consommation et votre récolte doivent être à peu près lisses tout au long de l'année, ce qui est le cas d'une maison individuelle avec une pluviométrie bretonne où vous savez tous qu'il pleut un peu tous les jours en Bretagne et que je consomme un peu tous les jours. Et deuxième point, que la consommation et la récolte soient à peu près identiques à l'année. C'est ce qui était dans mon cas de la maison de Rennes sur lequel je reviens. Vous voyez, je consommais à peu près 60, allez, 56 000 litres par an, j'en récolte 70 000. J'ai un équilibre récolte-consommation. Les deux sont très lisses en termes de saisonnalité. Ça fonctionne bien. Mais dès que j'ai soit une saisonnalité très particulière, ce qui est le cas de mon arrosage à Nice. À Nice, il pleut pas l'été, c'est là que je consomme. Il pleut beaucoup l'hiver, je ne consomme pas. Donc là, les deux saisonnalités sont complètement différentes et s'opposent. Ou lorsque j'ai une très grande différence entre ma récolte et ma consommation, ce qui est le cas de ma station de lavage que je vous ai montré, cette méthodologie-là, le mode simplifié, ne marche pas. C'est pour ça que je l'ai barré ici, parce qu'on ne prend pas en compte la saisonnalité et faire une moyenne entre la consommation et la récolte, c'est un peu comme faire une purée avec des choux et des patates, c'est pas forcément l'idéal. Donc cette méthode ne marche pas. Voilà. Donc les raisons, je vous en ai expliqué une première, c'est déjà donc les raisons et pourquoi et comment on va faire un bon dimensionnement. C'est il va falloir prendre des données pluviométriques très précises. Parce que pareil, quand on parle de la pluie en Bretagne, sur certains sites internet, quand on s'amuse à faire des simulations, on a la pluie par grande région française. Ben, en Bretagne, ça va de 650 mm du côté de Rennes. Vous voyez qu'on est dans du rouge, orange, rouge. C'est des régions faiblement pluvieuses à l'année, à du 1200 mm à Brest. On est quasiment du simple au double. On a exactement la même chose sur la région Méditerranée. Nice, on va être plutôt sur du 700-800 mm par an. On est à 500 mm à Marseille. On a des ratios qui vont quasiment du simple au double. Deuxième chose, c'est la saisonnalité des pluies. Je vous ai mis à l'écran juste deux graphiques qui sont complètement opposés entre le régime pluviométrique niçois, très peu de pluie l'été, juillet-août, à peine moins de 20 mm, par contre 140 mm en novembre. Faire de l'arrosage à Nice avec de l'eau de pluie, la question se pose. Par contre, Clermont-Ferrand, grosse pluviométrie l'été, hein, c'est surtout des orages très violents qui apportent beaucoup de volume d'eau. Très faible pluviométrie l'hiver, on est à peine à 20 mm au mois de février sur Clermont-Ferrand. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va devoir prendre en compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le logiciel que moi j'utilise, la banquise que je vous présente juste après, je vais aller chercher, vous voyez ici j'ai fait une simulation, on le verra tout à l'heure, je suis en Ille-et-Vilaine à Rennes, sur Rennes, j'ai un choix entre quatre stations météo, donc à chaque fois que je sélectionne une ville, j'ai une station météo qui est à moins de 50 km du lieu de l'étude. Il y a un deuxième élément qui est important aussi que je n'ai pas pris en compte dans la première méthode, qui est de prendre en compte un coefficient de rendement des surfaces. Quand on va récupérer de l'eau de pluie, il va falloir prendre en compte le type de toiture que l'on a. Si j'ai une toiture végétalisée intensive, vous le voyez ici sur ce coefficient, cette toiture ne va me rendre que 30% de l'eau. 70% sera gardé par le végétal. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte. Si j'ai une toiture en ardoise ou en tuile, je vais plutôt récupérer 90% du volume qui tombe. Et ça, c'est aussi ce que je propose sur le logiciel La Banquise. Vous allez pouvoir sélectionner votre type de toiture, voire plusieurs types de toitures, parce qu'on peut avoir des bâtiments qui ont plusieurs types de toitures. Je vous l'ai montré ici. J'ai une toiture en pente non végétalisée à 100 mètres carrés qui va récupérer 90% du volume, et une toiture végétalisée moins de 30 cm de substrat qui va récupérer 40 mètres carrés. Et donc, en fait, il y a un coefficient de pondération qui va être pris en compte. Dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est donc la saisonnalité de la récolte a été prise en compte parce que je travaille avec des données quotidiennes des stations météo.
pas mensuelle, pas annuelle, bien quotidienne, parce qu'il faut prendre en compte la typologie des pluies. Et je vais faire exactement la même chose pour la saisonnalité des consommations. Là, je vous donne un exemple pour un bâtiment tertiaire, immeuble de bureau traditionnel. Je n'ai personne qui va venir le samedi, dimanche, donc ma consommation, elle est réduite sur 5 jours. Et je prends aussi en compte des périodes de vacances. Donc là, les périodes de vacances, A, B, C, ce sont les 3 zones qu'on a en France. Et vous voyez qu'ici, je suis sur la zone A. Donc, quand les gens de la zone A sont en vacances, bah, on a un taux de consommation qui est plus faible parce que donc ABC, c'est les vacances d'été. Les zones A, AB, AC, c'est quand ils sont en vacances en hiver, etc. Donc, en fait, le logiciel prend en compte toutes ces zones de vacances. Sur de l'arrosage, par exemple, je vais prendre aussi des coefficients, des pourcentages, c'est-à-dire que sur 100% de ma consommation d'arrosage, si je consomme les fameux 60 000 litres tout à l'heure sur Nice, je sais que des semaines 16 à 20, la consommation, elle est à peu près de 3% de ce volume sur ces semaines-là. Ensuite, elle va monter plus au mois de juin, début juillet. Juillet, août, on est sur une consommation maximale et on va baisser la consommation mi-août et encore un peu de consommation en septembre. Et après, j'ai plus du tout de consommation. Et ça, bien sûr, c'est adapté à chaque région de France. Une fois qu'on a mis toutes ces données dans le logiciel, en fait, l'idée, c'est de savoir comment ça marche. Alors, je vous ai donné un exemple un petit peu réduit parce que je ne vais pas vous faire ça sur la totalité de ce que je fais. Quand je fais une analyse, quand le logiciel fait une analyse, il est fait sur 10 ans. Et en fait, on simule une installation de récupération qu'on a mis chez vous on simule, par exemple, comme si on avait fait une installation il y a 10 ans. Que se serait-il passé sur les 10 dernières années? Et en fait, on vient faire un calcul tous les jours, donc sur 3600 lignes, alors je vous ai mis qu'une vingtaine de lignes à l'écran, on vient calculer ici, imaginons que je mette une citerne de 2 mètres cubes, donc ça, le volume, il est autodéterminé en fonction de votre toiture et votre consommation. Donc ma citerne, elle est pleine. Que se serait-il passé le 1er janvier? Eh ben, le 2 janvier, j'ai consommé un peu d'eau. Il n'a pas plu, mais j'ai consommé de l'eau. Donc j'ai consommé 400 litres, qu'on voit ici, qui ont été consommés en eau de pluie, vu que la citerne, elle était à 2000 litres, elle est passée à 1600 litres. Le lendemain, il n'y a pas eu de consommation, je suis dans un immeuble tertiaire, mais il y a eu une pluie, donc j'ai re-rempli la citerne à 2000 litres. On est d'accord? Parce que les 500 litres ont été dans la citerne et j'ai 100 litres qui a débordé. Dimanche, il ne s'est rien passé. Le lundi, j'ai consommé 500 litres, ça venait de la citerne. Le mardi, j'ai consommé 500 litres, ça venait de la citerne, etc. Et je fais en permanence mes calculs, ce qui rentre, ce qui sort. Et vous voyez que, par exemple, le 9 janvier, ma citerne est vide et sur les 500 litres que j'ai consommés, eh ben, il y en a 400 qui viennent de la citerne, parce que j'avais 400 litres le matin du 1er janvier, mais les 100 litres supplémentaires viennent de l'eau de ville. Et le lendemain, même s'il a plu, pardon, le lundi 12, par exemple, eh ben, sur les 500 litres que j'ai consommés, il n'y en a que 200 litres qui viennent de la citerne, parce que la citerne était pleine à 200 litres, et le reste vient de l'eau de ville. Et je fais ça pour tous les jours de l'année, et sur 10 ans. Et je suis capable de vous dire, sur les 1384 litres que j'ai consommés, enfin, que je consomme pour mes toilettes, au bout de 10 ans, eh ben, 565 litres seraient issus de la citerne, donc de l'eau de pluie, et le reste vient de l'eau de ville. Et je fais ça pour une citerne de 2 mètres cubes, de 3 mètres cubes, de 4 mètres cubes, et je fais ça pour à peu près 7 à 8 valeurs différentes. Et vous voyez que si ma citerne avait fait 3000 litres, bah, les jours de forte pluie, elle se serait remplie un peu plus, ce qui m'aurait permis d'avoir un peu plus d'eau dans ma citerne et d'augmenter ma consommation d'eau de pluie à 607 mètres cubes au lieu de 565 sur une citerne de 2 mètres cubes. Et en fait, c'est ce que fait automatiquement le logiciel. Alors là, je vous ai montré que deux valeurs, 2 et 3 mètres cubes, mais il fait ça pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres cubes pour les petits dossiers. Sur des gros dossiers, il va faire ça sur des citernes de 10, 20, 30, 50, 60. Il va faire ses études. L'idée étant de vous donner la courbe suivante, et c'est là-dessus que je vais un peu insister sur les résultats. Cette courbe, orange, c'est le taux d'autonomie en eau de pluie en fonction de la taille de la citerne. D'accord? C'est-à-dire,
en fonction du dossier, des données que vous allez lui donner. Aujourd'hui, moi, je suis capable de vous dire, le logiciel est capable de vous dire, vous consommez sur ce dossier un certain nombre de litres d'eau. Au maximum, vous ne pouvez être autonome qu'à 47%, c'est-à-dire ce qui tombe sur votre toiture ne représente que 47% de votre conso, donc vous ne pourrez pas être autonome à 100%. Dans le cas que je vous montre, hein, il y a des cas où on peut être autonome à 100%, on fera quelques exercices après. Si vous mettez une citerne de 1 mètre cube, vous êtes autonome à 34%. 2 mètres cubes, votre autonomie, elle s'améliore à 41%. 3 mètres cubes, elle passe à 44%. Et vous voyez qu'à un moment, la courbe, elle s'aplatit et augmenter la taille de la citerne n'offre pas forcément beaucoup d'intérêt. L'intérêt aussi de ce logiciel, c'est de ne pas vous donner un chiffre. Je pourrais moi dire, je suis l'expert, je vous donne un chiffre de 3 ou de 4 mètres cubes. C'est de vous donner une courbe. Comme ça, en fonction de vos contraintes techniques, de vos contraintes financières, des choix de votre client, vous allez pouvoir vous positionner sur cette courbe. Plus vous êtes à droite, plus vous êtes, entre guillemets, écolo. En tout cas, plus vous allez préserver la ressource. Plus vous êtes à gauche, plus vous allez avoir une installation qui va être économe. Si vous êtes trop à gauche, vous risquez par contre de dégrader le retour sur investissement parce que vous n'allez plus rien récolter et vous allez avoir un taux d'autonomie, très faible. Voilà globalement comment ça marche, une récupération d'eau de pluie, un dimensionnement qui soit bien adapté. Alors, une fois qu'on prend ce dimensionnement, qu'on fait cette méthode détaillée, tous les éléments que je vous ai dit, la saisonnalité est prise en compte et la différence entre un ratio d'une petite conso et d'une grosse récolte ou inversement va être pris en compte aussi par le logiciel. Et les faiblesses de la solution simplifiée, vous ne la retrouvez plus. Et c'est ce que je vous propose de vous présenter avec le logiciel lui-même. Alors le logiciel, hop, si je vais dessus, je vais aller ici. Est-ce que vous l'avez toujours à l'écran ou est-ce qu'on est resté sur le PowerPoint? Jérémy? On l'a sur l'écran, c'est tout bon. Vous On l'avez est sur sur, l'écran. on OK. est sur type de bâtiment. C'est un peu petit, mais Alors, je vais l'agrandir. Déjà, je vais aller sur la première page. Donc, juste pour vous présenter le logiciel, il y a trois versions. Il y a une version qui est gratuite que je vais vous présenter, qui vous permet de travailler sur tous les projets, notamment de maisons individuelles. Il y a une version qu'on a appelée paysagiste, qui est avec un abonnement annuel ou mensuel, qui vous permet de faire plusieurs types de bâtiments, notamment du tertiaire, de la collectivité, et de rentrer dans le détail sur des consommations, par exemple, d'arrosage, d'avoir plus de finesse. La version premium, c'est une version qui intègre de la gestion d'eau à la parcelle, de la rétention, ce qui n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et éventuellement, si vous voulez faire un dossier un peu complexe avec du paysage sans prendre un abonnement, vous pouvez avoir un projet unique, il y a un abonnement là-dessus. Je vais commencer par la version gratuite. Donc, la version gratuite, quand vous vous inscrivez, donc vous rentrez, vous créez votre compte et vous arrivez sur cette page. En fait, l'idée, c'est de suivre les questions du logiciel. Il a été pensé pour que les questions soient les plus simples possibles et que tout le monde puisse y répondre. Donc là, je n'ai pas le choix. Maison individuelle. Suivant. Je vais sélectionner mon pays. Donc, il y a même des pays limitrophes si on a envie de s'amuser à aller en dehors de la France. Ma région, on va changer du 35 parce que sinon on va dire que je suis trop chauvin. Allez, on va aller se balader en Savoie. Et en Savoie, je vais aller chercher ma ville, Chambéry par exemple. Chambéry. Et là, vous voyez, le logiciel va me proposer 2, 3, 4 stations météo les plus proches. Alors, je ne suis pas un expert de Chambéry, mais je crois que l'aérodrome, le Bourget du Lac, ça doit être juste à côté. Oui, c'est Chambéry-Aix. Donc je prends la station qui est soit la plus proche géographiquement, soit notamment en région de montagne, celle qui va être sur la même vallée, parce que c'est là où je vais avoir la pluviométrie la plus proche de la Vienne. Je choisis ma surface de toiture. Donc vous voyez, la surface de toiture, c'est tout le temps une surface projetée au sol. D'accord? On s'en fiche du nombre de mètres carrés de tuiles. Ce qu'on veut, c'est en plan en 2 dimensions, c'est la surface projetée au sol. On va dire que notre maison fait 100 mètres carrés.
Et puis mon garage, c'est un toit végétalisé avec 40 mètres carrés. Donc vous voyez, j'ai une surface active qui m'est calculée. Ici, j'ai des pertes qui me sont données parce que ce sont les fameux coefficients de rendement qui sont pris en compte. Donc j'ai un équivalent de 110 mètres carrés à 100% de pluie sur mes 140 mètres carrés réels de toiture. Je vais sur suivant, je rentre mes usages. J'ai des usages sanitaires, par exemple, et lave-linge, et je rentre le nombre de personnes. On est 4 dans la maison. Euh, Et là, je vais demander au logiciel de me calculer ma courbe de dimensionnement. Alors, de temps en temps, ça peut prendre un petit peu de temps parce que il y a quand même une analyse à faire sur 3663 jours, 3665 jours même d'ailleurs. Et voilà, je vais obtenir quelques secondes après ma fameuse courbe, vous voyez, donc ici je peux être autonome à 100%, je récolte à l'année 128 mètres cubes sur ma toiture de 140 mètres carrés, j'en consomme 57 mètres cubes, ce qui veut dire que j'ai un taux d'autonomie théorique de 223%, je récupère 223% de ce que je consomme à l'année. Donc je peux atteindre les 100%, c'est peut-être compliqué de les atteindre, mais avec une cuve de 4 mètres cubes, je suis autonome. Alors là, forcément, on ne le voit pas, c'est sur les deux chiffres sont l'un sur l'autre. Mais avec une 3 mètres cubes, je suis à 93%. Avec une 2 mètres cubes, je suis à 85%. Avec une 5 mètres cubes, je suis à 98% d'autonomie. Là, je dois être à peu près à 95-96%. Voilà ce que me donne le logiciel. Allons nous amuser à choisir. Et là, je peux vous montrer, par exemple, je vais modifier volontairement mes consommations. Imaginons que je sois tout seul dans la maison. Je refais mon calcul qui va apparaître. Donc là, le fait d'être tout seul, je vais avoir un très grand écart entre ma récolte qui va être toujours aussi importante, j'ai toujours 140 mètres carrés de toiture, et ma consommation qui, elle, est très faible. Et vous voyez qu'il ne m'a pas augmenté il m'a pas mis une grande citerne. Le logiciel me dit, en mettant une citerne de 1 mètre cube, vous êtes déjà autonome à 99%. Et si vous l'êtes à 100%, une 2 mètres cubes vous suffit. Vous voyez, il prend en compte, il va pas faire une moyenne entre la consommation et la récolte, même si je mets une toiture de 1000 mètres carrés, il va pas m'augmenter la taille de la citerne parce qu'il s'est basé sur le plus petit point de vigilance qui est ici la consommation. Elle est faible. Je mets une citerne qui me permet de répondre à ma conso. C'est pas grave si j'ai une grande toiture. Voilà un petit peu ce que fait le logiciel et voilà pourquoi il est extrêmement précis. Et ce logiciel, vous pouvez avoir exactement, alors j'avais pas mis, mais bien sûr, je peux mettre de l'arrosage. On va me demander le nombre de mètres carrés que je vais arroser. Et si j'ai une piscine, on va me demander le nombre de mètres carrés de ma piscine. Et c'est là où, vu qu'il nous reste quelques minutes avant les questions-réponses, je vais passer sur la version qui, elle, est la version que j'ai appelée paysagiste. Donc, je vais faire hop, test webinaire. Alors, ça, c'est important aussi. Quand vous créez votre compte, vous avez tous vos comptes qui sont restés, tous vos exemples qui sont restés. Donc, vous pouvez revenir dessus éventuellement demain. Je veux faire de la récupération d'eau de pluie. Et là, vous voyez déjà, intervient du tertiaire, du collectif ou de l'établissement scolaire. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas dans la version première. Pareil, je vais rentrer, hop, mon département, et je suis obligé de retourner en Bretagne, c'est plus fort que moi. J'habite à Vannes. Et Vannes, c'est né, ça va être la première. En général, elles sont classées dans l'ordre. Là, j'avais dit que c'était un bâtiment tertiaire, si je dis pas de bêtises. J'ai un toit plat de 500 mètres carrés. Donc, vous voyez, je perds 20% de l'eau. Toit plat, le coefficient de restitution d'eau est de 80%, d'où les 20% de perte. J'ai pas les mêmes demandes. Ici, j'ai de l'arrosage, j'ai des sanitaires. Donc, tout à l'heure, j'avais un volume de 25 litres par jour et par personne parce que j'étais dans une maison individuelle. Le logiciel sait qu'un salarié consomme en moyenne 12 litres par jour et par personne. Sur cette version Pro, vous avez possibilité de le modifier. Imaginons qu'on soit dans une société très écolo qui a mis des toilettes sèches.
sur la moitié de ces toilettes, je peux réduire la consommation par litre par jour et par personne. Et j'ai 150 personnes qui travaillent dans mes bureaux. Et sur l'arrosage, je vais avoir, là où tout à l'heure on me demandait juste le nombre de mètres carrés, la possibilité de choisir mon type de sol, équilibré. Là, je vais donner un nom, c'est le patio. Le type de plantation, parce que chaque plantation va consommer plus ou moins. Donc là, ça va être un petit massif de graminées, non, de plantes arbustives vivaces et système d'arrosage. On est sur un goutte à goutte sans paillage. On prend en compte la consommation des différents systèmes d'arrosage qui ne sont pas les mêmes. Et là, j'ai 50 mètres carrés et je peux ajouter une zone qui est la zone jardin potager. On s'en fiche un petit peu. Donc plantation, bah, je vais plus être sur un potager. J'ai pas de sous-plantation. Et là, j'arrose au pendillard et j'ai 40 mètres carrés de potager. Donc, vous voyez, là, je peux rentrer dans le détail de ma consommation, ce qui peut être très intéressant pour ceux qui travaillent pas mal avec des paysagistes. Et si je calcule, bah, ça va me faire exactement la même chose que tout à l'heure. Ça va mouliner un petit peu. Là, ça peut être plus long parce que ça prend en compte toute la consommation de l'arrosage. Et là, vous voyez que déjà, je suis plus de un en un, je suis de 2 en 2. Et il me présente la même courbe que tout à l'heure. Alors, elle a une forme un peu différente, elle est un peu plus aplatie parce que notamment, j'ai beaucoup de consommation d'arrosage. Donc, je pourrais atteindre les 100% de consommation. Théoriquement, je récupère 300 mètres cubes, j'en consomme 237. J'ai du mal à atteindre les 100%, notamment parce que je suis un gros consommateur l'été, parce que j'ai plus de 100 mètres carrés à arroser. Et c'est la période où il pleut le moins. Donc, est-ce que je choisis de surdimensionner ma citerne pour avoir du stock? Donc, je vais la remplir l'hiver et j'aurai du stock l'été. Mais on voit qu'avec une 15 mètres cubes ou 14 mètres cubes, je suis autonome à 85%. Si je reste sur une 8 mètres cubes, je suis autonome à 75%. Là, après, bah, je vais voir ce que me propose le terrassier. On sait que dans les cuves, la 10 mètres cubes, en général, c'est au-dessus de 10 mètres cubes qu'on a une augmentation de prix importante. J'ai peut-être décidé de travailler sur une citerne de 10 mètres cubes pour avoir 79% d'autonomie. Une fois que j'ai choisi ça, juste pour finir, pour vous aider un petit peu, je peux donc décider, je vais travailler sur donc l'autonomie augmentée, je veux une 10 mètres cubes, je vais sur suivant, je dis que je veux travailler sur autonomie augmentée. Le logiciel va me demander quel type de citerne je veux mettre en place, plutôt sur une citerne enterrée, et il me propose les citernes qui sont adaptées à mon cas. Par exemple, là, j'ai pas de citerne acier, parce que citerne acier à 10 mètres cubes, c'est pas très intéressant. J'aurais eu un volume de 40 mètres cubes, il m'aurait plutôt proposé de l'acier. Je décide de mettre, allez, on va dire du plastique, mais vous voyez que c'est très neutre, hein, je ne suis pas là pour vendre une marque ou une autre. Est-ce que je veux un module de surpression? Oui, j'aimerais bien aussi avoir le gestionnaire d'eau de pluie. Je vais lui rentrer le débit. Donc là, en général, quand on travaille avec des professionnels, notamment dans le tertiaire, il y a le bureau d'études fluides qui dit, ah bah, pour alimenter les toilettes, etc., je besoin de 3 mètres cubes heure. Je valide. Quel type de module? Est-ce que je veux un double pompe en sécurité? Non, monopompe, ça me suffit. Je fais suivant. Et j'ai un petit résumé qui apparaît. Vous avez un dossier de récupération d'eau de pluie à Vannes dans le Morbihan d'une toiture de 500 mètres carrés pour vous récolter 350 à l'année. Vous avez 150 salariés qui consomment 6 litres par jour de présence. Le logiciel sait qu'un salarié travaille en moyenne 217 jours par an. Hein, il ne travaille pas 365. Il sait qu'il n'est pas là le week-end, etc. Vous, au niveau du paysage, vous avez décidé d'alimenter en zone 1 un patio, en zone 2 un potager. Vous avez choisi une citerne de 10 mètres cubes. Donc 10 mètres cubes, vous êtes ici à une autonomie de 79%. Vous allez donc économiser 187 mètres cubes par an. C'est précisé ici. Vous avez choisi une citerne en polyéthylène. Donc là, vous voyez, je cite 5 ou 6 fabricants. J'en ai 6 ici pour être le plus juste possible, pour ne pas faire de la pub pour Pierre-Paul Jacques. Vous avez un surpresseur de type une pompe de gavage, un bac de disconnexion, etc. Pareil, je ne cite pas de marque pour être le plus neutre possible. Et ça, vous pouvez l'imprimer pour éventuellement le mettre dans votre CCTP ou le présenter à votre client avec un devis ou dans un rapport. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le logiciel La Banquise. Si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre.
Eh bien, merci beaucoup, Cédric. C'était très, très complet, très intéressant. Donc, je vais réactiver les micros de chacun et n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Donc, les micros sont autorisés, donc allez-y. C'est souvent la première question qui est... Je vois qu'il y a une main qui est levée, Jérémy. Oui, alors, Deux mains. deux mains levées. Et ben, on va donner la parole à Frédéric qui levait la main en premier. Allô, allô. Oui, Vous m'entendez? oui, très bien. Oui, bonjour. Merci déjà pour la présentation. J'avais une petite question par rapport à un point que j'ai entendu sur la réutilisation, notamment pour l'appoint piscine. Oui. Et c'est un point qui me perturbe un peu parce que partout marqué l'appoint piscine, mais qu'est-ce qu'un appoint? Alors, l'appoint piscine, c'est le remplissage de la piscine pour ce qu'on perd en évapotranspiration. C'est Ok. pas le remplissage de la piscine, si on fait une vidange annuelle, etc. C'est vraiment ce qu'on va perdre par l'usage et c'est l'évapotranspiration de la piscine. D'accord. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui dit bah, moi j'ai enlevé 20 mètres cubes, je fais un appoint de 20 mètres cubes. C'est un appoint. Non, l'appoint piscine que je vous présente ici, alors je vais même le mettre sur l'autre version, c'est vraiment ce qu'on perd du fait de l'usage quotidien. Si d'un seul coup vous faites une vidange, ce qu'on appelle vidange pour refaire l'appoint, ça c'est pas pris en compte parce qu'en général c'est des volumes qui sont très, très importants que vous faites en une fois et qui risquent de vous vidanger complètement la piscine. Mhm. Et si je vous montre, par exemple, dans la version professionnelle, quand vous mettez la piscine, donc là, je vous l'ai rajouté, vous mettez sa surface, elle fait 32 mètres carrés, 8 par. Et vous pouvez aussi remplir, est-ce qu'elle est intérieure ou extérieure? Extérieure. Est-ce que vous la couvrez? Oui. Si elle est couverte, est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que en journée, ma piscine est découverte en permanence? Non, moi, je la découvre que pour l'utiliser. Elle est chauffée? Oui, entre 25 et 30 degrés. J'ai une utilisation plutôt modérée. Et je l'utilise pour des jeux d'enfants et on sait que les enfants vont consommer beaucoup. Et en fait, toutes ces questions, derrière, il y a des coefficients de consommation qui sont différents. Et bien sûr, ça prend aussi en compte la région. On sait que l'évapotranspiration à Nice n'est pas la même chose que à Strasbourg ou à Marseille ou à Rennes. Tout à fait. Ok, merci. Merci, Cédric. Souleymane, Ok, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Oui, je suis Confé Suleiman, ingénieur d'études en eau et assainissement en République de Guinée. Dans un premier temps, un grand merci pour la présentation. J'ai appris pas mal de choses. Mais mon inquiétude principalement en fait concerne la méthodologie et le logiciel de dimensionnement. J'aimerais savoir, est-ce que les méthodologies que vous avez présentées, elles sont applicables dans la zone africaine, en fait, en Afrique, principalement en Afrique sahélienne? Alors, C'est ma première préoccupation. la première méthode, non. À partir du moment où dès lors que vous avez une région qui va avoir des variations de pluviométrie très fortes d'une année à l'autre, pardon, d'un mois à l'autre dans l'année, avec des périodes par exemple sèches très fortes, ça ne marche pas du tout parce que vu qu'on fait une moyenne sur l'année, s'il pleut 1000 mm en janvier-février et qu'il pleut pas en juillet-août, la moyenne elle est de 500, alors qu'en fait c'est pas vrai. La deuxième méthode, celle que je vous ai présentée où on fait un calcul au jour le jour, fonctionne. Et d'ailleurs, je voulais juste vérifier une chose avec vous. Hop, si je fais un nouveau projet. Hop, je vais l'appeler webinaire. Hop, valider. Je vais peut-être vous annoncer non, c'est pas là. Si, maison individuelle.
J'ai quelques pays africains et j'ai pas la Guinée. Parce que j'avais réussi à obtenir quelques données de certains pays africains, mais j'ai pas les données euh, de la Guinée. Toc toc. Mais bon, c'est des choses qui éventuellement pourront être ajoutées un jour. Mais oui, cette méthode enfin, la méthode non détaillée s'adapte à tout type de climat. Et vous allez avoir peut-être un retour sur investissement, en tout cas une autonomie qui va être plus faible avec la même pluviométrie. Vous allez avoir une pluviométrie, je ne sais pas, annuelle de 800 mm, comme nous à Rennes, sauf que moi je vais être autonome à 80%, vous allez être autonome qu'à 40%. Parce que ce qui va se passer, si vous avez des variations de climat, bah, tout l'été, votre cuve va être vide et vous allez tourner à l'eau de ville. Tout l'hiver, elle risque de déborder un peu. Ça veut dire qu'avec la même consommation annuelle, la même récolte annuelle et la même taille de cube, vous allez avoir un taux d'autonomie qui va être dégradé dès lors que vous allez avoir des situations météo avec des zones, enfin des périodes très sèches. Là, en général, bah, ça se dégrade parce que pendant ces périodes-là, à moins de surdimensionner l'hiver, mais vous allez avoir beaucoup moins de récup d'eau de pluie potentielle. Mais ça marche. Ok, merci. En plus de ça, ma deuxième préoccupation, elle est d'un point de vue hydrologique, parce que, bon, en matière d'assainissement, d'eau pluviale, bien sûr, on a tendance, en fait, bon, dans notre contexte, on a tendance à prioriser les méthodes conventionnelles, c'est-à-dire les méthodologies, en fait, qui nous permettent de prendre en compte le cycle hydrologique, tout ce qui est infiltration, les recharges de nappes et tout. Maintenant, pour le dimensionnement des ouvrages de récupération d'eau pluviale, je me demande, est-ce que le fait de récupérer les eaux pluviales, les stocker, est-ce que ce travail-là ne risque pas de troubler le cycle hydrologique? Alors, c'est une question qu'on a souvent, on a beaucoup discuté là-dessus avec des gens qui défendent l'infiltration et retrouver le cycle naturel de l'eau. Ce qu'on fait à la TEP, hein. Nous, on est les premiers à dire qu'il faut infiltrer dès qu'on peut. Première réponse déjà, on ne récupère que les eaux de toiture. Les eaux de toiture ne représentent que 20 ou 30% des eaux que vous allez récolter dans une ville, parce que la majorité des eaux, c'est des eaux de ruissellement qui vont tomber au sol. Celles-ci, vous allez les infiltrer. Donc déjà, notre impact, il est limité. La Okay. deuxième chose, c'est que aujourd'hui, si on cherche à recharger les nappes, c'est pour qu'on ait de l'eau dans les nappes. Demain, l'eau qui tombe sur votre toit, on va dire qu'il tombe demain 4 litres sur votre toit. Si vous l'envoyez dans le sol, il y a à peu près un quart de l'eau qui va aller dans la nappe phréatique. Le reste va être bu par les végétaux, va retrouver une rivière par une veine d'eau, etc. C'est seulement, donc il y a une goutte qui va aller dans la nappe phréatique, les trois autres vont être bus par le sol ou vous retrouvez une rivière. Ça veut dire que ces 4 litres, vous rechargez la nappe à hauteur d'un litre, ce qui est déjà pas mal. Sauf que vous tirez la chasse d'eau et vous consommez 4 litres. Donc la nappe, au résultat, elle a fait moins 3 litres. Vous êtes d'accord? Ah oui. Si vous avez Je vois. récupéré l'eau de pluie, vous l'avez mis dans une cuve, donc vous ne l'avez pas rechargé, le fameux litre qui partait dans la nappe, il n'est pas parti. Vous êtes à plus zéro sur la nappe. Mais quand vous allez tirer la chasse d'eau, les 4 litres viennent de la cuve, vous ne l'avez pas pompé dans la nappe. Donc résultat, vous laissez la nappe tranquille, alors que dans le cas précédent, malgré votre volonté de recharger la nappe en mettant l'eau dans le sol, une fois que vous avez tiré la chasse d'eau, vous avez vidé la nappe de 3 litres, alors qu'avec la récup d'eau de pluie, vous l'avez laissée tranquille. Donc l'idée, c'est de dire, avant de chercher à la recharger, si déjà on peut éviter d'aller pomper dedans pour des usages qui ne nécessitent pas de l'eau potable, vous avez tout gagné. Ok, ok, je vois. C'est très clair. Merci beaucoup. Et par contre, bien sûr, Souleymane, le trop-plein, quand la cuve déborde, le trop-plein, on l'infiltre plutôt que la mettre dans un tuyau. On est d'accord. Ok, ça marche. Merci, merci. Je pense que c'est tout.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? N'hésitez pas, il nous reste 5 minutes. Alors, j'en ai une pour Cédric. Merci pour cette présentation d'abord, très, très détaillée et présentant bien les vertus de l'approche dite non simplifiée. Ma question, c'est comment anticiper la concentration des phénomènes pluvieux sur des périodes plus limitées? Et est-ce que cette analyse de l'historique sur 10 ans au niveau des bases de données permet de se projeter? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, dans le logiciel, il y a une anticipation qui constituerait un coefficient de sécurité visant à dire cette concentration des phénomènes pluvieux vaut de... comment dire, il y a bien un moment où il faut établir une moyenne. Si on est au jour le jour, l'historique, c'est que on a éventuellement, là où on avait sur une zone donnée 3 pluies dans le mois, on n'en a plus qu'une et elle est plus importante en quantité. Quand est-ce qu'on moyennise sur ce registre de la collecte et de la concentration en termes de périodicité de la collecte? Et comment est-ce qu'on anticipe les évolutions? Est-ce qu'il y a une possibilité même d'anticiper en disant sur 10 ans, on a constaté ça, et à ce moment-là, si je me préoccupe de récupérer l'eau de pluie, c'est dans le cadre d'un projet qui me vaut de me projeter à 10 ans, à 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'affecter un coefficient de sécurité qui permette de dire, voilà, je collecte pas tous les jours, par contre, j'utilise tous les jours pour aller sur cette logique de consommation-récolte. Comment c'est... Alors, je remercie Monsieur Faure, Étienne, de cette question. Non, mais elle est assez compliquée. Alors, pour te répondre, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on se connaît avec Étienne, hein, c'est pour ça qu'on se taquine un peu sur cette question complexe, mais tu as entièrement raison, Étienne. Alors, deux choses. Pour te répondre, la première, c'est que moi, les données sont remises à jour tous les mois. Donc, on, on évolue avec le temps. Alors, même si on travaille sur 10 ans, on évolue avec le temps. C'est pas les données 2012-2022. Tous les mois, c'est remis en jour. Donc, au fur et à mesure des années d'utilisation, ça prend en compte naturellement donc, cette évolution du cycle de l'eau. Là où elle est complexe à prendre en compte dans ce type de logiciel, c'est que même aujourd'hui, Météo France n'est pas capable de nous dire, si on regarde les analyses Météo France, certains nous disent il va pleuvoir plus dans le nord dans les années à venir, et d'autres nous disent il va peut-être pleuvoir moins. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, comment on fait? Moi, je sais que mais là, c'est sur les dossiers que je fais à titre personnel, les études pour des industriels. Je leur fais l'étude sur les 10 ans. Et après, je leur fais l'étude spécifique sur, par exemple, l'année 2022, qui a été la dernière grosse sécheresse, et sur l'année 2024, qui a été une année très, très forte en pluie, pour leur dire, voilà, sur cette moyenne des 10 ans, on peut avoir des écarts types qui vont aller de 2022 avec cet état-là à 2024 avec cet état-là. Si vous voulez qu'on analyse sur une année qui est l'année 2022, parce que c'est ce que c'est ce qu'on anticiperait pour le prochain régime pluviométrique chez nous, voilà ce que ça donne sur une année particulière. Mais aujourd'hui, au niveau du logiciel, non, c'est pas pris en compte. Ou réponse de Normand, par exemple, Rennes et Nice qui ont à peu près la même pluviométrie. Tu peux faire un test à Rennes, tu fais un test à Nice, on risque d'avoir le climat de Nice peut-être dans quelques années, où on dit que le climat de Bordeaux va remonter à Rennes, celui de Rennes va remonter en Angleterre. Ça peut être de jouer sur une autre ville qui devrait avoir la pluviométrie qu'on aura chez nous dans quelques années. Mais c'est un peu du pifomètre parce qu'il n'y a pas de règle. Je suis incapable de savoir quelle est la météo précise demain. Sinon, je ferai en sorte de faire gagner Sodebo sur son tour du monde en leur annonçant les prochains vents, mais j'arrive pas à le faire encore.
Merci pour la clarté et l'honnêteté de la réponse. On est bien d'accord que c'est aussi ce qui est communément admis par tous les acteurs sur ce marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de dimensionnement qui vaudrait majoration avec un coefficient de sécurité unique, ou du moins Non, parce que tu vois, précisant les choses. On n'est pas à ce niveau de maturité sur l'extrapolation de ce que sera le futur météo. non, et quand on prend les données Météo France, tu vois, en Bretagne, on pourrait quasiment dire que dans les années à venir, on réduirait un peu la citerne parce qu'on aura encore plus de pluie qu'aujourd'hui. D'accord. Alors que dans le sud, on devrait peut-être encore les augmenter, mais vu qu'il n'y a pas de certitude, c'est assez... Non, il y a pas celui qui dit, moi je sais ce qui va se passer et il faut prendre un coefficient de 1,30 par exemple par rapport Voilà. à dans 10 ans, C'est un menteur. c'est un menteur. C'est un Nostradamus, c'est un d'accord. Ok. Merci. Exactement. Je t'en prie, Étienne. Merci Étienne, merci Cédric. Il y a Souleymane qui relève la main. Oui, merci encore pour la parole. Là, en fait, j'aimerais intervenir, mais cette fois-ci, en fait, c'est pour une suggestion. En termes en fait, d'utilisation, bien sûr, des différentes méthodologies pour le cas de l'Afrique, surtout pour le logiciel. Et c'est pas si, en fait, comment formuler ça. En gros, ce que je veux dire, c'est que au cas où ça serait possible, en fait, de prendre en compte aussi quelques localités de l'Afrique, parce que je me dis déjà, la récupération des eaux pluviales, c'est quand même, ça serait très intéressant dans le contexte africain, vu que voilà, il pleut sur une période, c'est-à-dire les pluies sont concentrées sur une période, et le reste de l'année, il n'y a pratiquement pas de pluie. Donc, je me dis, le fait de récupérer l'eau et de la stocker, ça va être vraiment un grand pas genre, pour les pays africains. Et maintenant, pour la prise en compte de ces pays-là dans vos logiciels, je pense s'il y a des données particulières et dont vous avez besoin pour la prise en compte de ces pays-là, je pense que, étant en Afrique, je peux entrer en contact avec les différents centres météorologiques de certains pays que je connais et vous fournir ces données-là, en fait, si vous en avez besoin, parce que je trouve quand même que ça serait très intéressant et que le logiciel, en fait, fonctionne vraiment pour quelques pays africains. Ouais, alors là, c'est ce que vous voyez, enfin, ce que j'ai montré à l'écran. Alors, malheureusement, pas pour vous, mais alors pourquoi j'ai des pays et pas d'autres, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec sur des dossiers, notamment au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, et donc j'ai intégré ces données. Donc, au fur et à mesure, je me dis, bah, une fois que je les ai achetées, parce que ça s'achète ces données, hein, malheureusement, une fois que je les ai achetées, je les ai rentrées dedans. Donc ici, vous avez des cas, alors je les ai pas tous, hein, mais au Gabon, voilà, alors, j'ai pas 600 villes comme en France, parce qu'en France, je travaille tous les jours. En Afrique, c'est beaucoup plus rare. Mais voilà, j'ai quelques villes qui peuvent avoir des saisonnalités très différentes. Et pourquoi pas demain, si vous avez des dossiers chez vous et des données météo, je peux les rentrer. Alors peut-être pas dans le logiciel, mais au moins dans mes outils de calcul à moi pour faire une étude spécifique sur telle ville de Guinée ou telle ville du Gabon ou autre. J'ai d'autres pays, hein, je suis un peu travaillé en Europe du Nord. Par exemple, dans le Canada, j'ai quelques villes canadiennes sur lesquelles on peut répondre. Mais bien sûr, je suis moins riche en données que sur la métropole française où je travaille tous les matins. Ok, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les données, quand même, je pense que je dispose de pas mal de données climatiques en matière de précipitation et tout. Donc, si vous pouvez me laisser votre contact ou je vous laisse le mien, et par après, vous me direz les données spécifiques dont vous avez besoin. Et voilà, j'essaierai de mon côté de vous fournir ces données-là. Eh ben, écoutez, je vais le mettre dans le chat tout de suite, et sinon vous le trouvez sur mon site internet, sur le site La Banquise. Vous, logiquement, non, pas sur celui-là, mais je vous mets je vous le mets dans le chat tout de suite. Ça marche, merci. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question avant de conclure. Fabien. Oui, bonjour à tous. Merci Jérémy pour la parole. En fait, je rebondissais un petit peu sur l'échange qu'il y a eu avec Étienne Faure. Donc,
moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une base de données qui a l'air vraiment très, très robuste derrière, c'est-à-dire le plus robuste possible à l'heure actuelle, et qu'on est quand même Oui, bien, bien loin du DTU 60.11 oui, oui, oui. Parce et que dans leur des régions mail, de là, CACO. il disait qu'il y a certains ouvrages où, en fait, on est mieux placé pour leur dire s'il y a besoin de levées supplémentaires, quoi. J'ai compris. Allez-y, Fabien, pardon. Je pense que. Oui, oui, je disais qu'on était quand même bien loin du DTU 60.11 et des régions de CACO qui étaient un petit peu la référence dans les méthodes simplifiées, au niveau de la Oui, collecte, je veux dire. Là, on est vraiment sur quelque chose sur une analyse fine. ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, la récup d'eau de pluie, c'était la maison individuelle, c'était un peu Oui, d'arrosage. Là, c'est vrai que quand on commence à rentrer pour des industriels, il y en a qui peuvent, enfin moi j'ai plein de cas, hein, je consomme énormément chaque fin de semaine, chaque fin de, voilà, il y en a qui disent, moi, fin du mois, je dois nettoyer des process industriels. J'ai des très mm, grosses consommations sur une seule journée. Donc moi, dans mon logiciel interne, hein, quand je fais des études, je peux quasiment rentrer à la journée. Ce jour-là, j'ai une consommation très, très importante. Ce jour-là, j'en ai pas du tout. Et on peut pas se permettre avec des industriels d'avoir une réponse globalement sur l'année. Et mm. oui, bon, on veut être le plus Et, précis possible, avec toujours, c'est ce qu'on dit, enfin c'est ce que je dis, Étienne l'a soulevé. On n'est pas Nostradamus et je suis incapable de ah vous oui, dire si l'année 2027 sera ou 2026 elle sera plutôt 2024 ou 2022. mm. Et Et c'est pour justement, le ça que. logiciel, oui, pardon. Allez-y. Oui, et le logiciel, en fait, propose systématiquement une cuve monobloc ou est-ce que il a la capacité de proposer, par exemple, une série de cuves avec la possibilité d'en occulter certaines dans les périodes finalement de faible consommation ou de faible pluviométrie? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Là, vous rentrez Oui, dans l'analyse, pour moi, post-logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logiciel, il d'accord. est là pour vous faire allez, le premier dégrossi. Oui, monsieur le client, vous allez pouvoir économiser 75-80% de l'eau. Il faut à peu près 100-150 mètres cubes. Alors, moi, j'ai des dossiers à 500 mètres cubes de stockage hein, sur des très grosses usines. Mhm. Après, les questions que vous posez, là, on commence vraiment à être dans une étude. Donc ça, c'est mon métier du quotidien. Quel type de cuve, où on va la placer? Est-ce qu'on a des cuves qui vont pouvoir... alors moi par exemple, j'ai travaillé pour un site qui est un site isolé. Donc la personne a besoin d'eau tout au long de l'année. Donc on a surdimensionné la cuve. Bien sûr, parce qu'elle ne peut pas se permettre d'être à 80% d'autonomie. Elle doit être à 100 mais avec un système de double cuve ou en période pluvieuse, il y a une cuve, alors alternativement, qui est complètement vidée, nettoyée, etc. Et puis la fois d'après, c'est l'autre. Donc en fait, on a cette période où, avant la période sèche, on remplit les deux cuves pour être sûr de passer la période sèche. Mais une fois que la période pluvieuse arrive, on a deux cuves qui sont différenciées l'une de l'autre et on ne travaille qu'avec une pour pouvoir nettoyer, entretenir l'autre. Mais là, on est vraiment dans du cas par cas. Et là, c'est la phase étude. Pareil, ce matin, j'étais sur un chantier où, en fait, on va livrer une cuve qui est une cuve irlandaise avec des blocs. C'est des blocs polyester qui font 1 mètre par 1 mètre qui se boulonnent sur site parce que, de par la complexité du chantier, on doit mettre 36 mètres cubes et la cuve fera 1 mètre de large, 3 mètres de haut et 12 mètres de long. C'est pas Mhm. la cuve enfin, c'est la première fois que je mets cette cuve-là Ouais. parce que je pouvais rien mettre d'autre pour des raisons techniques, de chantier, etc. Donc ça, c'est une autre phase de mon métier ou du vôtre ou d'autres personnes. Une fois que Mhm. le logiciel m'a donné le dimension, et c'est l'avantage de la courbe, c'est que la courbe, le client au début voulait plutôt du 50 mètres cubes, ça rentrait pas chez lui, il était prêt à abandonner le dossier, et on s'est rendu compte qu'avec 36 mètres cubes, qui était le maximum de la place qu'on avait, bah en fait, il perdait pas beaucoup d'autonomie, et il a dit, bah, ok, j'y vais quand même. Ouais. Mais voilà, vous êtes Ok, déjà dans la phase d'après, Fabien. désolé. Non, non, mais Merci c'est. beaucoup en tout cas pour la réponse. De toute façon, ça met en avant que le logiciel, c'est un des outils et ensuite que derrière, il y a effectivement cette expertise terrain qui est vraiment importante.
Exactement. D'où, une fois de plus, moi, je veux travailler avec une courbe pour pas donner un chiffre. Parce que si j'arrive avec un chiffre Oui. et qu'on peut pas le mettre, la courbe, elle vous permet ensuite, c'est ce que je dis à mes architectes quand je forme des architectes, pourquoi la courbe? Contraintes techniques, contraintes financières, contraintes réglementaires. Moi, j'ai des cas de figure où c'est des collectivités qui disent, moi, je veux être à minimum 50% d'économie d'eau. Ok, bah, il va falloir qu'on. Donc, et la courbe permet de se placer dessus. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc, il est midi 11, donc il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup. Renouvelez nos vœux, hein, pour une bonne année 2026. Vous donnez rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui seront au carrefour des gestions locales de l'eau à Rennes. Et ben, l'ATEP vous accueillera volontiers sur notre stand pour échanger avec nous et nos adhérents sur cette thématique et d'autres thématiques. Vous donnez le rendez-vous le mois prochain avec Signature Biodiversité pour continuer à échanger autour de ce sujet et aller au-delà sur la gestion des eaux pluviales. Et puis, merci beaucoup Cédric pour cette intervention, les réponses aux questions. Merci beaucoup à vous pour vos questions et votre participation. Et puis, à très bientôt. Et ben, merci à tous et à la semaine prochaine pour ceux qui seront à Rennes. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.